Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce début d'année 2023 pour notre rencontre mensuelle, la 25e édition de la plateforme du pôle santé de Aïssa ONG International. Au nom de Aïssa ONG International et de son pôle santé, nous souhaitons à l'humanité de retrouver le sens de l'unité, de l'humanité et de la fraternité afin de construire ensemble un monde viable, humain et juste. La plateforme du pôle santé est un espace d'échange permettant de se débattre, de partager des expériences, de créer des liens et s'entraider. Elle a aussi pour vocation de progresser ensemble vers la compréhension du vivant. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir ce soir le docteur Abdelrani Sredan. Le docteur Sredan est médecin interniste à Tanger au Maroc. Il est co-responsable du pôle santé de Aïssa ONG International et membre de l'association FAGE. La communication de ce soir a pour titre « Histoire de la découverte d'Helicobacter pylori ». Elle durera 30 minutes environ. Vous pourrez poser vos questions en utilisant l'onglet Q&R de Zoom ou en levant la main. Un temps d'échange est prévu. Nous vous rappelons qu'il est nécessaire de bien vous identifier avec vos noms et prénoms lorsque vous accédez à la plateforme du pôle santé. Rani, à toi la parole. Merci Sophia. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous remercie pour votre présence au webinaire du pôle santé de Aïssa ONG. Ce soir, nous allons parler de l'histoire de la découverte de l'Helicobacter pylori, surtout les étapes par lesquelles cette découverte et l'acceptation de cette idée est passée. J'ai choisi ce thème-là parce qu'il montre bien que les idées fausses ont la vie dure, et même chez les scientifiques. On pouvait penser que les idées fausses ont du mal à déloger chez des gens qui sont peut-être qui ont un niveau culturel, intellectuel bas. Mais bizarrement, même chez les scientifiques, ils ont du mal un petit peu à admettre d'autres idées, des nouvelles idées, et ils se cramponnent sur leur vérité et sur leur savoir. L'histoire de l'Helicobacter pylori illustre parfaitement cette difficulté à faire admettre un nouveau concept dans la communauté médicale. Alors, c'est vrai que, et c'est ce qui est le plus surprenant, c'est que on sait que, par exemple, la découverte de la vie microscopique par von Leeuwenhoek est restée lettre morte pendant 200 ans. C'est-à-dire qu'on n'admettait pas qu'il existait à l'époque des micro-organismes microscopiques. On peut citer aussi la rotondité de la Terre redécouverte par Galilée. On peut citer aussi le concept de la transmissibilité des maladies infectieuses par le docteur Ignaz Semmelweis, qui longtemps a été mal considéré, isolé par ses confrères obstétriciens. Je rappelle uniquement que Semmelweis a remarqué que le taux de décès périnatal était important et qui était lié donc au fait que les médecins obstétriciens à l'époque ne lavaient pas leurs mains et venaient directement de la salle où ils faisaient leur étude anatomique sur les cadavres. Ils passaient directement dans la salle d'accouchement. Et c'est le fait qui a fait que les nouveau-nés mouraient, et surtout les femmes, par des infections, des maladies infectieuses. Donc, on voit bien que toutes ces idées nouvelles, en leur temps, ont mis des dizaines d'années avant d'être définitivement admises par tous. Et donc, notre histoire, elle commence en 1983, donc l'histoire de l'Helicobacter pylori. Elle commence en 1983 lorsque deux scientifiques, donc un gastroentérologue, un jeune gastroentérologue, et un anatomopathologiste australien,
qui ont travaillé ensemble ont décidé de présenter leurs observations dans une conférence de la Société de gastroentérologie en Australie. Et donc, cette société a rejeté leur travail. Sophia, tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît? Donc, cette société de gastroentérologie australienne a rejeté le travail. Elle ne voulait pas accepter l'observation de ces deux scientifiques qui ont remarqué donc, la présence de Campylobacter sur la muqueuse gastrique de leurs patients. Alors, pourquoi ça a été refusé? Pourquoi ça a été refusé? Parce qu'à l'époque, on ne pensait pas que les ulcères gastriques, les ulcères de l'estomac, étaient liés à une bactérie. À l'époque, on mettait ça en cause sur le stress et sur l'acidité gastrique. Et donc, heureusement que Barry Marshall, le docteur, le gastroentérologue, le jeune gastroentérologue, ne s'est pas découragé et il est parti donc d'Australie à Bruxelles parce qu'il y avait justement un workshop qui tournait autour des infections au Campylobacter. Alors, tout de suite, j'ouvre une parenthèse, le Campylobacter, en fait, on pensait à l'époque et longtemps, la bactérie responsable des ulcères était appelée Campylobacter pylori plutôt. Et ce n'est qu'après qu'on a changé la terminologie. Je l'expliquerai plus tard dans les diapos. Donc, il a fait sa présentation, mais malheureusement, les médecins, cette présentation a été accueillie par des railleries, des sourires de condescendance des congressistes présents à ce colloque. Et dans la même année, Warren et Marshall ont réussi à faire apparaître donc leurs observations sur la prestigieuse revue médicale de Lancet. Ceci dit, les choses n'ont pas changé énormément. Pourquoi? Parce que le protocole thérapeutique des ulcères gastriques n'avait pas changé. Et donc, la diapo suivante, Sophia. Et donc, pourquoi alors ça n'a pas changé? Parce que Marshall n'a pas réussi à créer un modèle d'infection expérimentale, c'est-à-dire il n'a pas réussi à démontrer qu'il y avait un lien de cause à effet, de causalité, donc de la bactérie avec la maladie. Et donc, qu'est-ce qu'il a décidé en 1984? Il voulait frapper les esprits par une expérience spectaculaire. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé de se prendre comme cobaye et donc d'ingérer donc un cocktail d'Helicobacter pylori dans le but de prouver que cette bactérie satisfaisait au postulat de Koch. Donc, j'explique c'est quoi le postulat de Koch. Diapo suivante, Sophia. Le postulat de Koch, en fait, c'est quoi? C'est des critères qui sont destinés à établir une relation de cause à effet entre un microbe et une maladie. Ça a été formulé, ces critères ont été formulés en 1884 pour établir l'étiologie de la tuberculose, et il y a 3 critères. Il faut que l'agent bactérien doit être présent chez les malades et absent chez les personnes saines. Et on va voir plus tard que ce premier critère n'est pas respecté pour la maladie ulcéreuse. Deuxième critère, c'est que l'agent pathogène doit pouvoir être isolé chez les malades et multiplié en culture pure. Ça, Barry Marshall a réussi à le faire. Et le troisième critère, c'était que lorsque l'agent pathogène en culture pure est inoculé à une personne saine, il va induire les symptômes caractéristiques de la maladie. Et c'est ce que va faire Barry Marshall pour justement faire la preuve que sa découverte est vraiment intéressante et nécessite de revoir la thérapeutique de l'ulcère gastrique. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prend donc, bien sûr, tout ça, ça a été réalisé dans un cadre médical.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les biopsies gastriques, une biopsie gastrique avec la recherche de la bactérie a été faite avant l'expérience. Donc, ils ont attesté que sa paroi gastrique était saine, qu'il n'y avait pas de bactéries. Ensuite, il a ingéré la bactérie. Et quelques jours après, effectivement, une gastrite s'est développée avec des manifestations cliniques typiques. Et Marshall s'administra rapidement un antibiotique qu'on appelle le tinidazole, commercialisé aujourd'hui sous le nom de Facigine. C'est un antibiotique antibactérien antiparasitaire de la famille des nitrosinquimidazolés. Et après, donc, la gastrite a disparu et le docteur Marshall était redevenu asymptomatique. Alors, dans cette diapo-là, j'illustre un petit peu pourquoi il y a eu ces croyances, pourquoi il y a eu réticence de la communauté scientifique à accepter l'observation de Marshall. Eh bien, parce qu'il y avait deux croyances, que j'ai résumé moi, deux croyances, c'est qu'à l'époque, on ne pensait pas qu'il y avait une bactérie capable de proliférer dans l'acidité de l'estomac. Rappelons que le pH de l'estomac avoisine 2, pH de 2, qui est très considéré comme très acide. Et donc, on ne pensait pas qu'une bactérie pouvait supporter de vivre dans ce milieu très acide. Alors même qu'on savait que certaines bactéries arrivaient à passer cette barrière acide, puisque dans le choléra, par exemple, ou dans la fièvre typhoïde, les germes en cause de ces maladies pouvaient passer cette barrière et proliférer, coloniser l'intestin. La deuxième croyance, c'est qu'il y avait donc une théorie qui datait de 1910, présentée par Schwartz, donc un Allemand, Dragutin Schwartz, où il avait mis donc que l'ulcère, pour développer un ulcère, il fallait donc une condition sine qua non qui est celle de la présence d'acide. Et donc la maxime, c'était no acide, no ulcère. Diapo suivante. Et ce n'est qu'après, en fait, qu'on a découvert que la nature est bien faite, elle est fantastique, et le vivant arrive toujours à s'en sortir. L'hélicobactère, en fait, elle arrive à vivre dans ce milieu très hostile, très acide, en développant une enzyme qu'on appelle l'uréase, qui hydrolyse l'urée en ammoniac et donc qui neutralise l'acidité gastrique. D'ailleurs, cette caractéristique permet aujourd'hui de faire le diagnostic positif de l'Helicobacter pylori avec un test qu'on appelle le test respiratoire à l'urée. Et en étudiant donc l'historique de la bibliographie, en fait, j'ai découvert que cette théorie bactérienne, à l'origine donc de l'ulcère gastrique, date de très loin, puisque en 1880, Klebs les a observés dans les glandes gastriques. Et d'autres médecins après lui, en 1889 et en 1906, ont repris ces observations, mais malheureusement, la communauté scientifique considérait que cette présence bactérienne était liée à des contaminations extérieures, conséquence des techniques de prélèvement. La dernière en date, c'est 1940, c'est le médecin Stone, un cardiologue, Stone Friedberg, qui a remarqué dans ses autopsies que la muqueuse gastrique et duodénale de patients ayant succombé à un collapsus cardiovasculaire, il y avait donc des micro-ulcères hémorragiques sur lesquels il observa les fameuses bactéries spiralées. Mais le problème, c'est qu'il n'arrivait pas à cultiver ces bactéries. Hein, rappelons donc le deuxième critère du postulat de Koch, donc qui n'était pas réalisé. Et puis, il y avait aussi le scepticisme sur l'éventualité d'un rôle pathogène qui a découragé Stone Friedberg à aller plus loin. Et d'ailleurs, Marshall lui-même considère que
ce médecin-là était le plus près de la découverte de l'implication de l'hélicobactère dans les pathologies de l'estomac, parce qu'il était très prêt à faire la découverte. Alors, les obstacles aussi qui a fait que les médecins n'étaient pas tous d'accord, parce que donc on a cité donc les fausses croyances. Deuxièmement, la difficulté à faire cultiver la bactérie. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une bactérie qui demande donc une période d'incubation assez longue, qui n'était pas connue, donc avec des conditions de développement spécifiques à cette bactérie. Et troisièmement, c'est parce qu'il y avait une technique aussi de coloration. Généralement, les bactériologistes, pour mettre en évidence des bactéries, utilisaient la coloration de Gram. Et en fait, avec la coloration de Gram, le virus ou la bactérie n'est pas visible. Et donc, il fallait attendre 1994 pour mettre au point donc, la coloration de Wartin et Starry, qui, on la voit bien dans la figure C, où on voit très, très bien la bactérie. Voilà, je passe à la diapo suivante. Bon, malgré ça, donc, j'ai découvert aussi que dans les années 50, les années 60, et même dans les années 70, on a continué à croire que la bactérie, que la maladie ulcéreuse était une maladie infectieuse, puisqu'on a fait des tentatives de traiter ces ulcères par des antibiotiques. Mais ces pionniers se découragèrent facilement face à l'incrédulité de la communauté médicale et à la publication de résultats thérapeutiques contradictoires. Effectivement, on va le voir plus tard, que cette bactérie, cette Helicobacter bactérie est très résistante et qu'aujourd'hui, pour l'éliminer, il faut utiliser 3 antibiotiques. Donc voilà la diapo suivante, s'il te plaît. Donc voilà, la polémique s'arrête donc en 1994, lorsque la National Institute of Health instaure dans le protocole de traitement de l'ulcère gastrique les antibiotiques et qu'en 2005, il y a eu l'attribution du prix Nobel aux médecins, du prix Nobel de médecine à Warren et à Marshall. Alors, pour récapituler un petit peu, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que 70 à 80% des personnes porteuses de l'hélicobactère sont asymptomatiques. Donc ça, c'est des chiffres que j'aimerais vous apporter pour un petit peu voir plus clair. Et que la majorité des ulcères gastriques, donc 7 ulcères gastriques sur 10, sont dus à cette bactérie, et que 9 ulcères duodénaux sur 10 sont dus aussi à cette bactérie. Mais, et que 1 à 3%, ça j'ai oublié aussi de vous le dire, c'est que cette bactérie, Helicobacter pylori, elle est aussi responsable d'un cancer de l'estomac. C'est-à-dire que 1 à 3% des porteurs de cette bactérie vont pouvoir développer un cancer de l'estomac. Alors, tout ça, on voit bien que, vu le nombre important de malades concernés, on comprend que le choc culturel que constitue cette nouvelle conception de prise en charge des maladies inflammatoires gastriques est un choc aussi financier. Car à l'époque, les inhibiteurs des récepteurs H2 de l'histamine et de la pompe à protons, qui étaient les 2 traitements pour lutter contre l'acidité gastrique, figuraient dans le top 5 des ventes des médicaments. Donc, on peut comprendre, en plus de toutes les raisons pour lesquelles la communauté scientifique avait des réticences, on peut comprendre aussi qu'il y avait aussi un enjeu financier très important, puisque le fait de dire que c'est bactérien, ça veut dire que ces médicaments vont être moins vendus. Donc, on peut penser à ça aussi. Deuxième chose, c'est que le test respiratoire et le test positif de la présence de cette bactérie va devenir très facile à faire. C'est-à-dire, il suffit de demander au malade de faire un test respiratoire à l'urée ou une sérologie pour pouvoir instaurer un traitement antibiotique. Et ça, il faut le savoir que
avant, le diagnostic de gastrite nécessitait une endoscopie, c'est-à-dire une fibroscopie, faite par un gastro-entérologue. Et on peut penser peut-être, ça c'est que de supposition, mais on peut penser que ça a mis du temps à être accepté parce qu'on avait peur que les malades soient traités par un médecin généraliste et qu'on ne sera plus obligé donc de passer par les gastro-entérologues. La suite de la diapo. Donc, l'ancienne croyance qui était no acide, no ulcère, s'est transformée en Hydro pylori est un mauvais microbe et qu'il faut faire tout pour le faire disparaître. Mais une question se pose, c'est que cette bactérie, l'Helicobacter pylori, est une bactérie qui vit dans l'estomac de l'être humain, donc de l'Homo sapiens, depuis 60 000 ans. Donc, ce n'est pas une bactérie toute récente, ce n'est pas une infection qui vient de l'extérieur et qui s'installe dans l'estomac de l'être humain pour provoquer des ulcères. C'est une maladie qui a évolué, qui a coévolué avec l'être humain depuis très très longtemps. Et donc ça, normalement, ça devrait laisser à méditer. Heureusement, dans ce cancer désignant cette bactérie comme nuisible à éliminer, certaines voix nuancent toutefois son caractère pathogène. Et il s'agit entre autres du médecin Martin Blaser, qui fait dans les années 80 un des leaders de l'hélicobactériologie aux USA. Donc c'est un médecin très connu. Il y a plusieurs titres, qui a été élu à l'Académie américaine des arts et des sciences, qui a été, comme je disais, un spécialiste de l'Helicobacter pylori, mais aussi du Campylobacter et du microbiome humain. Alors, j'ouvre une parenthèse pour expliquer pourquoi longtemps on a considéré le Campylobacter, cette bactérie, comme un Campylobacter. En fait, quand on a isolé cette bactérie et quand on a fait la séquence génétique de cette bactérie, on s'est rendu compte que ça ne s'agissait pas d'un Campylobacter. C'est comme si on confondait en fait un lion avec un chat. Au départ, on l'a confondu parce qu'elles avaient l'aspect extérieur qui lui faisait ressembler à un Campylobacter. Mais quand on a décortiqué, quand on a fait le séquençage génétique, on s'est rendu en fait qu'elle appartient à une autre lignée, et c'est pour ça qu'on a transformé le nom de Campylobacter pylori à Helicobacter pylori. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, je disais que Martin Blaser, donc un médecin quand même reconnu de notoriété publique, a sorti un livre en 2014 qu'il a intitulé « La santé par les microbes », un livre que je vous invite à lire, et qui révèle l'histoire de l'ingurgitation de l'Helicobacter pylori par Marshall, et qu'on a déjà décrit tout à l'heure. Et en fait, cette description, elle vient de Marshall lui-même, puisqu'il a écrit un article. La diapo suivante, s'il te plaît, Sophia. Il a écrit un article qu'il a publié dans le journal de Medical Journal of Australia et qu'il a intitulé « Tentative de réaliser les postulats de Koch pour Campylobacter pylori ». Et donc, Marshall, il décrit exactement ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend en fait que c'est vrai qu'il y a eu donc des analyses qui ont montré que son estomac était exempt d'Helicobacter pylori, qu'il n'y avait pas de gastrite, qu'il ingurgita donc le micro-organisme, et que quelques jours après, il a commencé à avoir une indigestion. Et donc, à la suite de cette indigestion, il a fait une biopsie de son estomac qui révéla la présence de la bactérie. Et il y avait donc une gastrite. Quelques jours après, donc il n'y avait pas de prise de traitement tout de suite, quelques jours après, une troisième biopsie qui montra que la gastrite s'était en grande partie résorbée.
Mais craignant que le micro-organisme soit encore présent, Marshall a pris un antimicrobien, le tinidazole, pour être sûr de ne plus être incommodé par cette bactérie. Donc, Blaser, qu'est-ce qu'il conclut? En fait, il dit que la gastrite que Marshall a eue, c'est une gastrite aiguë qui ne dure que quelques jours, qui n'a duré que quelques jours avant de disparaître d'une façon spontanée, et que c'était complètement différent de la gastrite chronique qui persiste pendant des dizaines d'années chez des sujets porteurs d'Helicobacter pylori. Deuxième remarque que nous fait Blaser, c'est que Marshall avait pris un antibiotique qui, aujourd'hui, on le sait, n'a aucune action sur la bactérie. Et que, troisième chose, c'est que Marshall n'avait pas développé un ulcère. Donc, les critères du postulat de Koch n'étaient pas complètement remplis. Donc, cette expérience spectaculaire a persuadé néanmoins les sceptiques, à l'époque, de souscrire à l'idée que ce micro-organisme était pathogène, mais manifestement, ce n'était pas une expérience tout à fait concluante. Avec le recul, c'est ce qu'on découvre avec ce livre-là, avec les propos de Marshall, de Martin Blaser. Alors, les mystères de la maladie ulcéreuse de l'estomac. En fait, cette Helicobacter pylori ne vit qu'à l'intérieur des êtres humains. Donc, il n'est transmis ni par les animaux de compagnie, ni par l'alimentation. Et donc, l'interaction entre Helicobacter pylori et nos ancêtres a évolué de façon à assurer la permanence de la bactérie. Autrement, si cette bactérie était nocive, notre système immunitaire aurait dû l'éliminer et ne pas coévoluer avec elle. Pardon. La deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que cette hélicobactérie, cette bactérie, existe dans la même proportion chez l'homme et la femme. Et pourtant, l'ulcère de l'estomac est plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Donc, deuxième mystère. Troisième mystère, c'est que l'Helicobacter pylori est présent de la prime enfance à la vieillesse, alors que l'ulcère de l'estomac commence et se déclare vers la trentaine, il culmine jusqu'à la cinquantaine, puis il décline. Donc, l'épidémiologie, la présence de l'Helicobacter pylori ne provoque pas l'ulcère tout le temps. Et que certaines personnes Helicobacter pylori n'ont jamais déclaré d'ulcère. Donc, on voit bien que nous ne comprenons toujours pas grand-chose dans la biologie de la maladie, même si un lien existe entre l'Helicobacter pylori et l'ulcère gastrique. Alors, les travaux de Martin Blaser, qu'est-ce qu'ils nous font découvrir? En fait, il y a plusieurs variétés d'Helicobacter pylori et que la plus virulente est l'HP CAG-A, c'est-à-dire c'est des Helicobacter pylori qui possèdent des gènes qui encodent des protéines bien précises qui sont appelées des facteurs de virulence à caractère pathogène. Et on peut se demander pourquoi cette mutation des Helicobacter pylori. Est-ce que ce n'est pas lié à la pression d'antibiotiques qu'on ingère? Puisque on peut supposer qu'au départ, ce variant HPCAG-A+, n'existait pas chez nos ancêtres. On peut se poser cette question. Ceci dit, Martin Blaser retrouve qu'il y a une relation très forte entre cette variante d'HPCAG-A+, et le cancer de l'estomac. Et il démontre aussi qu'à l'exception des ulcères, les essais cliniques ne montraient pas que les symptômes s'atténuaient plus qu'ils ne l'auraient fait sans traitement. Et pourtant, tout le monde s'efforçait à éradiquer l'Helicobacter
pylori partout où il le repérait. Ce qui nous révèle aussi les travaux de Martin Blaser, c'est que aujourd'hui, l'Helicobacter pylori est en train de disparaître chez les humains. Par exemple, aux États-Unis, moins de 6% des enfants nés après 1995 sont positifs à cette bactérie. Et il explique que cette chute est liée à l'hygiène publique, à la taille de la famille qui se réduit, rappelant que cette bactérie, elle est strictement humaine et qu'elle se transmet donc entre humains. Et plus la famille se réduit, plus la chance de contracter la bactérie baisse. Troisièmement, que l'hélicobactère passe difficilement d'un adulte à un autre. Ça, on l'a découvert aussi. Donc, l'inoculation ne marche pas toujours. Et effectivement, ce qu'a fait l'expérience qu'a fait Marshall, c'est qu'une fois qu'il a inoculé la bactérie, quelques jours après, il y a eu guérison et l'hélicobactère a disparu de lui-même. Et que certainement, cette baisse est liée à l'utilisation d'antibiothérapie, puisque nous sommes à peu près la 5e ou 6e génération de consommateurs d'antibiotiques. Et si une génération a perdu cet Helicobacter pylori, ils ne peuvent plus le transmettre à leurs enfants. Donc, tous ces facteurs-là, toutes ces explications apportées par Martin Blaser pour expliquer que plus tard, dans quelques années, eh ben, cette bactérie va disparaître de l'estomac de l'Homo sapiens. Prochaine diapo. Donc, qu'est-ce qu'il dit, en fait, Martin Blaser? C'est que la perte d'Helicobacter pylori dans l'estomac a créé un déséquilibre au niveau immunitaire, au niveau de l'acidité gastrique, et que les conséquences aujourd'hui, c'est l'augmentation du reflux gastro-œsophagien avec l'apparition d'un cancer de l'œsophage, j'ai oublié de le noter dans cette diapo, une augmentation de l'asthme infantile et l'augmentation du rhume de foin et de l'allergie. C'est-à-dire que la perte d'Helicobacter pylori dans l'estomac a créé une nouvelle configuration chez l'être humain et sans cet équilibre ancien, la régulation de l'immunité, de l'activité hormonale, de l'acidité gastrique est devenue une danse sans partenaire. On a perdu notre partenaire qui nous équilibrait au niveau immunitaire et au niveau de l'acidité gastrique. Donc, on voit bien que les scientifiques, un petit peu, l'être humain d'une façon générale, pensent avoir la vérité, il entame des postures qui peuvent être très néfastes, en fait, qui créent le chaos après, le désordre, puisqu'on a pensé éliminer l'hélicobactère pour éviter les ulcères gastriques et le cancer de l'estomac, mais on a créé d'autres pathologies. Diapositive suivante. Donc, grosso modo, la communauté scientifique aujourd'hui se divise en deux. Il y a les pathologies qui caractérisent la gastrite comme une maladie et qui qualifient cette bactérie comme pathogène, et d'autres, les écologues, qui voient que les micro-organismes anciens, en train depuis des millénaires, ont joué ou jouent un rôle très important qu'on ignore jusqu'à aujourd'hui et qu'on commence tout récemment à découvrir. Je citerai par exemple le microbiote intestinal qui, depuis des années, on l'a mal considéré et qu'aujourd'hui, on découvre qu'il gère une bonne partie de notre santé physique, santé mentale. En tout cas, je pense qu'on a fait un webinaire qui nous a démontré tout ça. Diapo suivante. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on oublie beaucoup des notions qui auraient pu nous aider un petit peu à ne pas se précipiter dans le fossé. C'est l'amphibiose. L'amphibiose, dans les années 60,
a été introduite par un microbiologiste, Theodore Roseberry. Et l'amphibiose, c'est quoi en fait? C'est que deux formes de vie créent des relations qui peuvent être soit symbiotiques, soit parasitaires selon le contexte. C'est-à-dire qu'un micro-organisme peut être aussi bien positif pour notre santé, donc un ami, ou bien devenir un ennemi causant des maladies selon le contexte. Et je donnerai un exemple, par exemple, du streptocoque viridans. Le streptocoque viridans, c'est une bactérie qui vit paisiblement dans la bouche et on les a rangées initialement dans la catégorie des pathogènes parce qu'elles sont l'une des principales causes des infections des valves cardiaques. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que quand celle-ci cohabite avec le streptocoque pathogène du groupe A, eh ben, cette dernière devient moins virulente. C'est-à-dire que le streptocoque viridans, à une certaine époque, était nocif, parasitaire, donc il provoquait des infections des valves cardiaques, mais aujourd'hui, il nous protège parce qu'il empêche le streptocoque pathogène d'être néfaste, d'être virulent. Diapo suivante. Alors, certaines personnes ne sont pas satisfaits de l'amphibiose et parlent plutôt de la pluribiose. C'est un concept qui est créé par Charlotte Bryce, anthropologue et des sciences et chercheuse au CNRS, qui dit en fait l'amphibiose, c'est bon, c'est un premier pas, mais on est toujours dans cette dualité, le bon, le méchant. Et elle apporte une autre vision des choses où elle décrit en fait que la pluribiose, c'est un spectre de relations plurielles entre les entités vivantes qui sont toujours en devenir, qui sont toujours en train de se transformer par leur rencontre avec d'autres vivants. Et pour ça, elle profite un petit peu du savoir acquis sur les virus, et plus particulièrement les virus bactériophages. Les virus bactériophages qui sont littéralement les mangeurs, qui veut dire littéralement mangeurs de bactéries. En fait, ces bactéries, elles évoluent, ces virus évoluent avec les bactéries depuis 3,5 milliards d'années. Et on a découvert, diapo suivante, alors la diapo suivante, je vais peut-être vous... Sophia, tu peux la mettre en marche? C'est une vidéo en fait. Voilà. Donc, c'est une vie dynamique en microscopie qui montre un petit peu ces bactéries qui sont en noir et qui sont phagocytées, mangées par les virus. Voilà. Les virus, on ne les voit pas, mais on voit la liste bactérienne en vert. Et donc, ces bactéries mangeuses de bactéries, ces virus mangeuses de bactéries. Donc, c'est une petite illustration. Donc, diapo suivante. Donc, ce qu'on découvre en fait entre le virus, le bactériophage et la bactérie, c'est que quand ce virus-là infecte un clone de bactéries, c'est-à-dire des bactéries identiques génétiquement, eh ben, les conséquences ne sont pas uniformes. Il y a par exemple la première éventualité, c'est que les bactéries vont mourir détruites par les virus par ce qu'on appelle le cyclitique, qui est à gauche. Mais des fois, et on ne comprend pas pourquoi, d'autres vont apprendre à vivre avec lui en développant des mutations. Et ce qui est important, c'est la troisième phase qui est développée donc à droite, c'est le cycle lysogénique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le virus va intégrer son génome dans la bactérie et va faire partie de la bactérie. C'est-à-dire que le virus va apporter des compétences toutes nouvelles à la bactérie, qui peut la transformer en devenant virulente, donc un facteur de virulence,
ou qui va lui donner des possibilités d'être résistant aux antibiotiques et qui peut en plus sortir plus tard de la bactérie, soit en laissant une partie de son matériel génétique, soit en emportant avec lui une partie de celui de la bactérie. Et donc, ces deux entités se trouvent transformées. Donc, la rencontre, ce qu'on veut dire par la pluribiose, c'est que l'observation des virus et des bactéries nous offre la possibilité d'appréhender la pluribiose. C'est-à-dire que dans la rencontre, dans le nous, il y a un changement, une transformation de chacune des parties. Et ça, j'ai beaucoup apprécié parce que je pense que l'être humain aussi, on parle toujours du vivre ensemble, du sortir du jeu, du tu, pour aller vers le nous, parce que dans le nous, il y a une transformation des entités qui se rencontrent. 1 plus 1 ne devient pas 2, mais devient 3, parce qu'il y a une transformation des entités qui se rencontrent. Donc ça, c'est la pluribiose. La diapo suivante. Donc j'ai voulu donc mettre la conclusion de Martin Blaser, je me permets de vous la lire. Il dit dans son livre « Je crois que nous finirons par comprendre qu'un changement écologique de cette ampleur, c'est-à-dire la disparition de l'Helicobacter pylori, doit nécessairement avoir des multiples conséquences, bonnes et mauvaises. Bonnes parce qu'elle va nous guérir, elle va nous guérir donc des ulcères gastriques et du cancer gastrique, nous éviter les cancers gastriques, mais mauvaises parce qu'en fait, on a créé un déséquilibre et on a créé d'autres maladies. Mes travaux sur cette bactérie n'ont cessé de façonner mes pensées et m'ont mené là où j'en suis aujourd'hui, préoccupé par l'éradication de nombreux microbes appartenant à notre héritage bactérien ancestral. Combien d'autres micro-organismes ont-ils disparu ou sont en train de disparaître? Donc, il craint que le fait de faire disparaître nos anciens bactéries qui nous a accompagnés de long de notre évolution, eh bien, tout ça va créer d'autres pathologies. Mes collègues assistent à des colloques, en grande partie soutenus financièrement par les laboratoires pharmaceutiques, où tous s'accordent sur la nécessité d'ouvrir le parapluie en éliminant l'Helicobacter pylori. Partout, on a peur d'être porteur d'Helicobacter pylori et les médecins se sentent tenus d'éliminer le pathogène. Et j'ai eu beau publier mes résultats dans diverses revues prestigieuses, je n'ai pas réussi à faire évoluer la pratique clinique. Donc, on voit bien qu'ici, on est retombé au point de départ, c'est-à-dire que la communauté scientifique s'est refermée sur elle, elle ne veut plus, elle n'est plus ouverte à d'autres découvertes, à d'autres façons de penser, et elle se referme, mais jusqu'à quand? Parce que plus on tarde, plus les dégâts seront importants. Prochaine diapo. Donc, la conclusion personnelle en ce qui concerne l'Helicobacter pylori, je pense que nos prescriptions de traitement doivent être personnalisées. Donc, il ne faut pas détruire automatiquement l'Helicobacter pylori. Il faut décider chez qui il doit être éliminé et chez qui il faut le conserver ou le régénérer. Et j'ai appris, par exemple, qu'il y a un probiotique, la souche Lactobacillus reuteri, qui a fait preuve d'un effet inhibiteur encourageant dans plusieurs études qui démontrent une réduction significative du taux de cette bactérie. Et les patients ayant recours à ce traitement voient leurs symptômes régresser jusqu'à la disparition en quelques semaines. Donc, pourquoi pas? Donc, il faut être très prudent et traiter les malades au cas par cas. Diapositive suivante. J'ai tenu donc à faire cette citation de Mark Twain où il dit à chaque fois que vous vous retrouvez à penser comme la majorité des gens, faites une pause et réfléchissez. Merci pour votre écoute.